l'Opposition. Je cède maintenant la parole au chef de l'Opposition officielle pour le début de cette période de questions. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre avait reconnu dans son discours d'ouverture que nous faisons face au Québec au défi de la main-d'œuvre. Pour lui, la solution, c'est d'offrir des emplois à 25, 30, 45 $ l'heure. Mais hier, lors de la mise à jour économique, rien de concret sur comment il entend y arriver. Cette année, Monsieur le Président, nous avons eu une hausse de 40 des postes à combler. 40 Monsieur le Président. Dans l'ensemble des régions du Québec, les entreprises cherchent des travailleurs. La protectrice du citoyen a soulevé la semaine dernière le problème criant du manque de personnel dans les CHSLD, pas à cause des budgets, parce qu'il manque de personnel. La preuve que le premier ministre minimise l'ampleur de la situation, c'est qu'à cela, il veut ajouter 5 000 classes de maternelle 4 ans, 5 heures de présence de plus par semaine dans nos écoles, 30 nouvelles maisons des aînés. Monsieur le Président, ça va prendre beaucoup de monde pour combler tous ces postes-là. Ma question au premier ministre, où va-t-il recruter ces travailleurs, Monsieur le Président? En Ontario? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président. D'abord, quand le chef de l'opposition officielle dit qu'il n'y avait pas de mesures économiques hier dans la mise à jour, je pense qu'il a peut-être pas lu ou mal lu une section importante qui représente à peu près la moitié de la valeur des mesures qui sont annoncées. On a annoncé des mesures pour accélérer l'amortissement, ce qui est très important pour attirer des investissements dans le secteur manufacturier. On sait que dans le secteur manufacturier, les emplois en moyenne sont payés 35 % de plus que la moyenne des salaires. Maintenant, quand le chef de l'opposition officielle fait le lien avec l'immigration, il oublie de nous dire son bulletin, le bulletin des libéraux. Au cours des dernières années, il y a un immigrant sur 5 qui a quitté le Québec parce qu'il n'a pas trouvé un emploi intéressant au Québec. Donc, c'est un peu court de penser qu'on va réussir à régler tous les problèmes de manque de main-d'œuvre seulement avec l'immigration. Il va falloir changer nos critères. C'est ce que le ministre de l'Immigration est en train de faire pour choisir les immigrants. Il va falloir aussi avoir une meilleure adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'Opposition officielle. Monsieur le Président, je n'ai pas parlé d'immigration dans ma question et je n'ai pas parlé non plus d'amortissement dans ma question. Je pense que le premier ministre ne réalise pas l'urgence de la situation. Il y a 2 restaurateurs de Chaudière-Appalaches, Mme Allen et M. Vigneault, qui ont fermé leur restaurant parce qu'ils ne trouvent pas personne. Eux travaillaient plus de 100 heures par semaine. Est-ce qu'ils auraient dû offrir des emplois à 35 $ l'heure, Monsieur le Président? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est assez spécial pour quelqu'un qui a été au pouvoir pendant 15 ans, se lever aujourd'hui, après quelques semaines du nouveau gouvernement, et accuser le nouveau gouvernement pour les problèmes de main-d'œuvre dans certains secteurs. Notre objectif au Québec, oui, ça doit être de créer des emplois à 30, 40 $ de l'heure. Les immigrants et les Québécois qui sont ici actuellement ont besoin d'emplois à 30, 40 $ de l'heure. Il faut en faire beaucoup plus du côté du ministre de l'Éducation, je pense entre autres en formation professionnelle, en formation technique, pour bien viser ces emplois-là. Mais je n'ai pas entendu le début du commencement d'une solution de la part du chef. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'Opposition officielle. Je tiens à rappeler au premier ministre qu'il est le premier ministre, je suis chef de l'Opposition. Maintenant, le ministre des Finances du Québec, lui, je le remercie pour sa franchise, parce que lui, il a dit que la pénurie de main-d'œuvre viendra ralentir l'élan économique du Québec. Alors, qu'est-ce qu'entend faire le premier ministre à court terme, à très court terme, pour lutter justement contre ces pertes d'emplois? Monsieur le premier ministre. Quand on regarde la politique du gouvernement qui était là jusqu'à il y a quelques semaines, sur 50 000 nouveaux arrivants, il y en a plus de 10 000 qui quittent le Québec parce qu'ils ne trouvent pas un emploi intéressant. Chez ceux qui restent, le taux de chômage est 2 fois, 3 fois celui de la moyenne au Québec. Donc, les solutions, il y en a plusieurs. Mieux choisir les nouveaux arrivants en fonction
des besoins des entreprises dans toutes les régions du Québec, mieux arrimer la formation, convaincre des retraités de revenir au travail. Donc, toutes des solutions sur lesquelles le gouvernement de la CAQ va travailler, ce qui n'a pas été fait depuis 15 ans. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les entreprises, les organisations patronales, les organisations syndicales, le milieu municipal reconnaissent tous que la situation, elle est critique, elle est urgente. Est-ce que le premier ministre va appuyer l'idée de tenir rapidement un sommet sur la question de la pénurie de main-d'œuvre? Monsieur le premier ministre. Bon, je sais que le Parti libéral est spécialiste des sommets, forums, comités, tables. S'il vous plaît. Je pense que les solutions sont connues. Les solutions sont connues. Il faut mieux choisir les nouveaux arrivants en fonction des besoins des entreprises de façon très précise dans chacune des régions du Québec. J'entendais encore le maire de Québec dire « ça va pas assez vite, il y a des entreprises qui ont identifié du personnel à l'étranger, mais c'est beaucoup trop long pour les amener au Québec. » Donc, il faut changer l'approche en immigration, changer l'approche en éducation, changer l'approche avec les aînés. C'est ce que le gouvernement de la CAQ va faire. Je reconnais le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, en campagne électorale, la CAQ a fait plein de promesses souvent mal estimées. Il n'est pas surprenant, donc, que les attentes étaient très élevées. De plus, l'économie du Québec fonctionne à plein régime et nous avons laissé les finances publiques en très bon état, incluant des surplus considérables. Si nous combinons les attentes élevées et les surplus considérables, tout le monde s'attendait à voir un bon nombre de promesses électorales se réaliser. Malheureusement, rien de ça dans la mise à jour, Monsieur le Président. Ce qu'on y trouve, c'est important, un allègement fiscal pour les entreprises, et je vous félicite, on avait parlé de ça la semaine dernière, mais rien, absolument rien, pour les services, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi laisser de côté ceux et celles qui reçoivent des services publics? Réponse, Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de Robert Baldwin de me donner l'occasion de parler du point. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous avions dit. Nous avons amorcé nous avons commencé à redonner de l'argent aux contribuables. Et ça, c'est très important, 1,7 milliard de dollars. Et nous avons également investi favoriser l'investissement des entreprises. Et ça, c'était très important également pour la compétitivité du Québec et générer des investissements qui aideront également pour la pénurie de la main-d'œuvre. Quant aux services, nous avons déjà un accroissement des dépenses de 5 % qui est prévu cette année. Et à date, après ce qu'on voit dans les comptes publics, c'est que le niveau de dépenses avoisine plutôt 4 %. Alors, mes collègues récemment élus vont établir les priorités et c'est dans le prochain budget que nous allons aider au niveau des services. Nous voulons tout faire, mais nous avons un plan sur 4 ans qui est progressif. Et oui, nous voulons réinvestir en éducation et en santé, mais ça devra être fait avec les bonnes priorités progressivement. Monsieur le député, première complémentaire de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le ministre, c'est maintenant qu'il fallait agir. C'est maintenant que nous avons les moyens. N'oublions pas que tout est possible maintenant parce que nous avons remis la maison en ordre et nous avons insufflé un nouvel élan économique au Québec. Vous avez eu une excellente occasion de passer de la parole aux actes. Monsieur le ministre, pourquoi attendre au budget quand les ressources sont disponibles maintenant? Je vous rappelle que vous devez vous adresser à la présidence, Monsieur le ministre des Finances. Merci. Dans les faits, pour l'année 19-20, ce que nous prévoyons, c'est l'équilibre budgétaire. Alors, ce que le député mentionne, oui, nous avons une marge de manœuvre actuellement, mais nous sommes élus pour 4 ans et nous voulons faire les choses progressivement. Et c'est certain qu'il est prudent, ça fait partie de la saine gestion des finances publiques, de se garder une marge de manœuvre pour les prochaines années. Et soit dit en passant, pour 19-20, l'estimé pour les finances publiques, présentement, c'est l'équilibre.
Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Bien, alors on verra, c'est ça. Tout comme le discours inaugural, pas un mot dans la mise à jour concernant la santé et l'éducation. Rien non plus pour les municipalités, les enjeux sociaux, les agriculteurs, les proches aidants, le maintien à domicile et j'en passe. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez abandonné ces secteurs tous aussi importants les uns que les autres? Je rappelle encore une fois qu'on s'adresse à la présidence, s'il vous plaît, c'est une règle qu'on connaît bien. Monsieur le ministre des Finances. Gouverner, c'est prioriser. Nous avons choisi de redonner de l'argent aux contribuables. C'était notre promesse principale. C'est ce que nous faisons. Nous aidons à la compétitivité des entreprises pour créer de la richesse, et ça, c'est au bénéfice de tous. Et les dépenses en santé et éducation augmentent déjà de 5 % cette année. Il est prévu. Or, nous donnons le temps au ministre de prioriser. Santé et services sociaux, c'est 42 milliards. Éducation, 23 milliards. On leur donne quelques semaines pour prioriser. Dans le budget, il y aura des actions concrètes. Je reconnais les députés de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, lors de la dernière campagne électorale, la CAQ avait proposé de réduire le nombre d'immigrants, les faisant passer de 50 000 à 40 000. Basé sur quelle étude, sur quelle analyse, ça, on ne l'a jamais su. Et ensuite, ils ont décidé, quand on leur a parlé des diminutions, si ça allait affecter les travailleurs économiques, les réunifications familiales, les réfugiés, le premier ministre a d'abord été hésitant avant de répondre que c'était toutes les catégories de manière proportionnelle. Basé sur quelle étude, sur quelle analyse, encore une fois, on ne le sait pas. Et aujourd'hui, on nous propose de diminuer de manière importante la catégorie des travailleurs économiques. La seule chose qui semble claire du côté de la CAQ, c'est qu'on utilise un chiffre arbitraire qui est soutenu par une idéologie. Alors, ma question est simple pour le ministre de l'Immigration. Comment peut-il proposer un tel plan alors que le Québec nage en pleine pénurie de main-d'œuvre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je remercie la collègue pour sa question parce qu'elle est pertinente relativement à la pénurie de main-d'œuvre. C'est une réalité qu'on a dans nos différentes régions du Québec, mais cela étant dit, l'immigration n'est pas la seule façon de résoudre cette pénurie de main-d'œuvre-là. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis vraiment extrêmement fier de déposer le plan en matière d'immigration qui fixe le nombre d'immigrants à 40 000 migrants. Vous savez pourquoi, Monsieur le Président, je suis fier? Je suis fier parce que nous, à la CAQ, on a fait le choix du succès de l'immigration. On a fait le choix de décider d'investir pour chaque personne qui fait le choix courageux de choisir le Québec, de quitter son pays d'origine et d'avoir un accueil qui est respectueux au Québec. Or, ce que j'ai constaté au cours des 15 dernières années, c'est que le Parti libéral n'a pas déployé les ressources pour s'assurer d'une bonne francisation et d'une bonne intégration. Et vous savez, Monsieur le Président, lorsqu'on parle d'immigration, c'est un sujet qui est profondément humain. Humain parce que les gens quittent leur pays d'origine et viennent enrichir la société québécoise. Et nous, ce qu'on veut faire, Monsieur le Président, c'est déployer les ressources pour que chaque personne qui choisit le Québec, son parcours d'intégration soit couronné de succès et de faire en sorte aussi qu'il puisse être en emploi. Mais pour ça, il faut s'assurer de mettre une adéquation entre la pénurie de main-d'œuvre, les besoins du marché du travail et le profil des gens qui choisissent de venir au Québec. Mais il y a une chose qui est sûre, Monsieur le Président, c'est que j'espère que je vais avoir l'appui du Parti libéral dans cette démarche-là, parce que c'est trop sérieux pour être négligent comme Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'aime beaucoup entendre parler le ministre de l'Immigration d'humanité quand il parle d'immigration, parce qu'il faut comprendre ce que c'est l'immigration pour en parler, puis savoir à quel point ça vient chercher les gens, effectivement. Monsieur le Président, je reviens de Roberval à l'heure actuelle. Et de quoi on nous parle à Roberval? Des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Si la candidate de la Coalition Avenir Québec avait daigné se présenter au débat local aujourd'hui qui se tenait, elle aussi, elle aurait entendu parler du débat sur les pénuries de main-d'œuvre. Alors, je réitère ma question, Monsieur le Président. Comment peut-on prétendre être pour le développement économique et humain et en même temps vouloir diminuer le nombre de travailleurs économiques? J'ai entendu quelques bravos. On ne passe pas des applaudissements aux bravos, s'il vous plaît. Alors, on respecte les règles que nous nous sommes données. Réponse au ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la pénurie de main-d'œuvre était quelque chose de prévisible. C'est curieux, justement, la fin de semaine dernière, dans la presse, il y avait un article de l'ancien premier ministre Charest qui disait « Nous, dès 2004, on avait identifié cette problématique-là. » Mais qu'est-ce que le Parti libéral a fait? Absolument rien, comme ils ont fait au cours des 15 dernières années. On se retrouve avec un legs créé par le Parti libéral. Ce qui est important aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est de savoir qu'on va appuyer les municipalités, on va appuyer les entrepreneurs, on va appuyer les différentes régions du Québec pour les doter
d'employés de qualité qui vont s'assurer de pouvoir pleinement intégrer leur communauté. Et ça, Monsieur le Président, en matière d'immigration, c'est important, notamment sur le fait d'arrimer les besoins de la main-d'œuvre avec les nouveaux arrivants, de s'assurer qu'il y a une adéquation. Alors, Monsieur le Président, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un parcours personnalisé pour prendre bien soin des gens qui choisissent le Québec. Excellent. Vous savez, je vous entends assez clairement. Alors, c'est agréable de bien entendre les questions, de bien entendre les réponses. S'il vous plaît, ça va bien. C'est le début de la semaine. On est en forme, alors on continue. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous savez, Monsieur le Président, le 15 mars 2016, la CAQ avait demandé à notre gouvernement d'avoir un vote des 2/3 pour légitimer les seuils, alléguant que le Parti libéral n'avait reçu que 41% du vote populaire. Alors, avec 37,45% du vote populaire, est-ce que le gouvernement de la CAQ fera preuve de cohérence et soumettra son seuil d'immigration à un vote des 2/3? Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. On a une réponse à écouter. Merci. Monsieur le Président, le 1er octobre dernier, on a eu un mandat très clair de la population du Québec. À l'effet, Monsieur le... Non, s'il vous plaît, une seconde. Je vous rappelle, on s'entend, il y a des gens qui nous regardent, une période de questions qui se veut, où on veut entendre les choses, des argumentaires. Alors, je comprends, mais baissons un peu le ton, s'il vous plaît, soyons attentifs, je vous le demande. Collaboration totale. Comme je le disais, Monsieur le Président, le 1er octobre dernier, on a eu un mandat très clair de la population du Québec. Et notamment dans le cadre de ce mandat-là, on a proposé en campagne électorale, à visière levée, de dire qu'est-ce qu'on voulait faire avec l'immigration. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est mieux accueillir, mieux intégrer, mieux franciser les immigrants. Ça passe notamment par le fait d'avoir un parcours personnalisé pour s'assurer que chaque personne qui choisit le Québec est bien encadrée et on la soutient dans ses démarches d'intégration. Non, écoutez, 2 secondes. On s'est donné des règles, on a bien commencé, c'est la 2e semaine. J'entends et c'est bruyant. Ça me dérange. Ça doit assurément déranger les gens qui souhaitent aussi suivre la période de questions. On s'est donné cette façon de faire. Respectons-la, s'il vous plaît. Pour nous, Monsieur le Président, c'est important que les gens qui choisissent le Québec puissent occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences. Et c'est ce qu'on va faire avec le système d'immigration en place. Excellent. Je reconnais le chef du 2e groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Une mise à jour économique d'un gouvernement, c'est l'énoncé de ses priorités, de ce qu'il considère le plus urgent. On a constaté hier que de répondre à des besoins urgents et reconnus pour le premier ministre, ça peut attendre. Embaucher dans nos écoles des psychoéducateurs, des orthopédagogues, ça peut attendre. Embaucher des infirmières pour les soins aux malades, ça peut attendre. Embaucher des préposés pour donner un 2e bain ou même un 1er bain par semaine à nos aînés en CHSLD, ça peut attendre. Le premier ministre nous dit d'attendre au budget. Ceux qui subissent les conséquences, ce sont les élèves, les malades, les aînés, les professionnels de l'éducation et de la santé. Comment le premier ministre peut-il justifier cette occasion manquée, lui qui ne peut ignorer ces réalités et qui a les moyens d'y répondre maintenant? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je rappelle au chef de la 2e opposition que l'élection a lieu le 1er octobre, que l'année financière commence le 1er avril, donc la prochaine année financière du gouvernement, c'est du 1er avril au 31 mars. Je pense que tous les partis politiques ont pris leurs engagements à partir du 1er avril 2019. Évidemment, si on veut avoir un plan détaillé, un plan sérieux en éducation et en santé, bien, il faut le préparer dans les semaines actuelles, l'annoncer quelque part au mois de mars, puis que ça commence à s'appliquer le 1er avril 2019. Donc, on va faire les choses dans l'ordre, puis on va respecter tous nos engagements. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition du 2e groupe d'opposition, c'est-à-dire. Monsieur le Président, nous, dans ce débat, n'avons pas l'intention d'être des figurants. Et je peux vous dire une chose, les clientèles vulnérables attendent et on relaie leur message. Parmi les militants caquistes qui avaient été sélectionnés hier et qui applaudissaient le premier ministre, combien avaient une mère, par exemple, qui attendait un bain, des parents qui attendaient une place en CPE, des enseignantes qui attendaient qu'on allège leurs tâches? C'est ça, les urgences nationales du Québec. Est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités et s'assurer que le 2e bain précède le 3e lien? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, hier, le ministre des Finances a annoncé pour les familles plus d'argent pour le 2e et le 3e enfant. Je sais que le Parti québécois est contre ça. Nous, on pense que c'est une bonne idée. Le gouvernement a annoncé aussi plus d'argent pour les aînés de 70 ans et plus qui ont des faibles revenus.
Nous, on est pour ça. Je sais que le Parti québécois a dit, nous, il n'y aura aucun montant dans le portefeuille qui va être donné pendant 4 ans. Moi, je pense que c'est une erreur, ce que fait le Parti québécois. Pour ce qui est des bains puis des services, on est en train de travailler très fort. Ça va être fait à partir du 1er avril 2019, comme on s'y est engagé. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre avait une option. S'il avait aboli la taxe famille, là, c'est plus d'argent dans la poche de ces familles-là. C'était une occasion manquée qu'il avait. Il y avait un surplus de 1,65 milliard. Une partie de ce surplus aurait pu servir à embaucher des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des psychoéducateurs, des orthopédagogues. Nous, on a proposé un fonds d'urgence de 10 millions pour embaucher des infirmières où les besoins sont les plus criants. C'est moins de 1 du surplus. On réitère cette proposition pour le premier ministre. On trouve que c'est une occasion manquée. Les besoins sont importants. Monsieur les gens vont pas attendre. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux dire au chef de la deuxième opposition que 500 $ par enfant, s'il fait un petit calcul, c'est beaucoup plus d'argent que de tout de suite mettre le tarif unique de garde, ce qui va être fait plus tard, comme on s'y est engagé. Mais actuellement, notre 500 $, ça va donner plus d'argent aux familles. Deuxièmement, quand le chef de la deuxième opposition dit qu'il y a un surplus en 2018-2019, c'est vrai. Si on regarde 2019-2020, il n'y a aucun surplus. Donc, évidemment que l'argent qu'on doit donner, ça doit être récurrent. Donc, on va faire ça dans l'ordre et on va tenir tous nos engagements. Principal, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. En fait, le premier ministre m'a profondément déçu hier à la mise à jour économique. Alors que tous les scientifiques sont unanimes sur l'urgence d'agir pour peut-être réussir à limiter le réchauffement de la planète en dessous du 2 degrés Celsius, son gouvernement n'a pas jugé bon de mettre tous les efforts nécessaires pour que le Québec fasse réellement sa part. On a vu certes apparaître un petit 20 millions d'argent neuf, mais 20 millions sur 4 milliards, c'est des pinottes. De plus, alors que la dette du Québec ne pose aucun problème à tous les acteurs de Wall Street ou des compagnies de cotation, le gouvernement annonce qu'il devancera le remboursement de la dette au lieu, encore une fois, d'investir massivement dans la lutte au changement climatique. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut expliquer aux jeunes qu'ils l'écouteront lorsque je ferai circuler sa réponse sur les réseaux sociaux? Pourquoi leur avenir à eux l'intéresse moins, puis pourquoi il ne veut pas tout faire pour le laisser une planète viable? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, comme la ministre de l'Environnement l'a expliqué, quand on est arrivé au gouvernement, on a regardé dans les tiroirs du ministère de l'Environnement, il n'y avait aucun plan pour nous amener à une réduction de 20 des GES en 2020. Pire, les seuls chiffres qu'on a, ce sont maintenant les chiffres pour 2016. Ce que ça montre, c'est que depuis 2 ans, donc depuis 2014, il n'y a eu aucune réduction des GES. Au contraire, les GES ont augmenté. Donc, la ministre de l'Environnement est en train de préparer un plan détaillé pour réduire les GES, pour mieux utiliser le fonds vert. Soyez un peu patients. Le 1er avril 2019, il y aura dans les semaines précédentes un budget qui sera déposé. Il y aura des mesures pour réduire les GES. On va agir de façon responsable, mais on va faire ça dans l'ordre. Première complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Moi, Monsieur le Premier ministre, j'en suis. Avant de proposer quelque chose qui va passer au travers le temps, on a besoin de se donner un plan. Et vous avez raison, les libéraux ne nous ont pas laissé un avenir très extraordinaire pour nos jeunes. Mais ceci étant dit, l'état d'urgence, votre ministre disait que gouverner, c'était de prioriser. L'état d'urgence dans lequel nous sommes exige de faire des gestes rapides. Chaque seconde compte. Vous auriez pu prendre de l'argent. Monsieur maintenant. le premier ministre. Monsieur le Président, on le sait, entre autres, une des mesures très importantes pour réduire les GES, c'est d'augmenter l'offre de transport en commun.
Le ministre des Transports est là depuis quelques semaines. On est en train de regarder tous les projets de transport en commun partout au Québec. On a aussi des projets en électrification des transports. Malheureusement, on est arrivé, il n'y en avait pas de projet, il n'y en avait pas de plan. Donc, on a été obligé de bâtir un plan, de refaire un peu une feuille de route pour nous amener vers les résultats pour lesquels on s'est engagé en réduction de GES. Donc, c'est ce qu'on va faire, et on va le faire rapidement. Deuxième complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas hésité un instant à dire que vous allez rembourser la dette plus rapidement. Et c'est plusieurs milliards de dollars, ça. Alors, cette attitude-là nous fait dire que d'une main, vous êtes capable de dire on va rembourser plusieurs milliards de dollars très rapidement, alors que vous n'êtes pas capable de dire que nous allons investir plusieurs milliards de dollars très rapidement aussi. Je vous demande une seule question. Êtes-vous en train de poursuivre le travail qu'ont fait les libéraux pendant 4 ans? Je vous demanderai de vous adresser toujours à la présidence, s'il vous plaît. Réponse, Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, la chef du deuxième groupe d'opposition et moi, on a une différence importante d'opinion sur le remboursement de la dette. Le ministre des Finances a choisi effectivement de prendre le Fonds des générations, de ne pas le laisser à risque s'il y avait une correction boursière au cours des prochains mois, donc de rembourser la dette qu'on laisse à nos enfants. C'est une question d'équité entre les générations. C'est important aussi, la dette qu'on laisse ou qu'on ne laisse pas à nos enfants. Donc, on va agir pour réduire les GES, mais on va aussi agir pour réduire la dette qu'on laisse à nos enfants. C'est une question de pouvoir regarder en face nos enfants. Question principale, Madame la députée de Fabre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. J'ai eu ce matin l'occasion de le rencontrer pour lui parler de l'action communautaire, mais aujourd'hui, en cette Chambre, je souhaite revenir sur un autre enjeu, celui de l'emploi et de la réalité criante de pénurie de main-d'œuvre, alors qu'il aura fallu attendre le discours inaugural du Premier ministre pour entendre enfin prononcer les mots « pénurie de travailleurs ». La stratégie nationale de la main-d'œuvre, elle est là, toute prête depuis mai dernier avec ses 47 mesures concrètes pour les entreprises du Québec. Mais pourtant, en novembre, le ministre de l'Emploi a dit qu'il voulait revoir la stratégie et qu'une annonce serait faite en temps opportun. Monsieur le Président, j'ai une question au ministre de l'Emploi. Un mot, quand? Quand aura-t-il terminé de réviser la stratégie? Quand aura-t-il des mesures concrètes pour les entreprises? C'est quand ça, un temps opportun? Monsieur le ministre du Travail. Président, d'abord, merci à la députée de Fabre de m'offrir l'opportunité de parler de pénurie ou de rareté de main-d'œuvre, comme on l'a maintes fois répété. Depuis 2004-2005, ce phénomène-là existe au Québec. Le vieillissement de la population, il est annoncé, il est connu, et on a été inactif. Monsieur Yves-Thomas Dorval, qui est président-directeur général du Conseil du patronat du Québec, disait la semaine dernière avoir eu un entretien il y a 3 ans avec le premier ministre Philippe Couillard, lui rappelant l'urgence d'agir en matière de rareté de main-d'œuvre. Il lui a parlé de stratégie nationale de main-d'œuvre et il n'y a rien qui a été mis en application, sauf au mois de mai cette année, en 2018, le Parti libéral nous annonce une stratégie nationale de main-d'œuvre, mais rien n'a été fait. Donc, on vient d'arriver au pouvoir. J'ai reconfirmé l'urgence d'agir à ma collègue de Fabre ce matin. On veut faire plus et mieux que la stratégie nationale de main-d'œuvre. On veut travailler en équipe et ça s'en vient bientôt. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, la stratégie nationale de la main-d'œuvre, c'est pas un acte spontané, c'est la réflexion de tous les partenaires du marché du travail qui étaient au rendez-vous national de la main-d'œuvre. Les partenaires l'ont salué, la Fédération des chambres de commerce aussi dit que cette stratégie est près des besoins des entreprises. Alors, deuxième question au ministre de l'Emploi, un mot encore une fois, attendre, le mot est pourquoi? Monsieur le ministre du Travail. Président, depuis notre assermentation le 18 octobre dernier, j'ai eu l'opportunité de rencontrer
tous les membres de la Commission des partenaires du marché du travail. Ils se sont penchés effectivement sur la stratégie nationale. Ils ont reconnu qu'on pouvait aller au-delà de cette stratégie nationale-là et d'adopter un plan d'action pour agir en amont, avoir un plan qui est évolutif, donc qui est en temps réel pour s'adapter aux besoins évolutifs du marché du travail. Donc, ce plan d'action-là, on va le travailler. On a un portrait de plus en plus clair, région par région, compagnie par compagnie. On va intervenir de façon intensive et on va annoncer ce plan d'action-là. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Fabre. Alors, je vais tenter une dernière question, Monsieur le Président, au ministre de l'Emploi, avec un mot, encore une fois, comment? Comment le ministre de l'Emploi va s'activer à répondre à l'urgence et le cri d'alarme des entreprises? Comment va-t-il optimiser l'intégration de tous les chercheurs d'emploi? Oui, les personnes immigrantes, les jeunes, les personnes éloignées aussi du marché du travail et les travailleurs expérimentés. Le premier ministre invite ses ministres à l'audace. Alors, comment le ministre de l'Emploi va agir avec audace en entendant enfin la réalité des entreprises du Québec? Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, encore une fois, on est en train de finaliser ce plan d'action-là. Il va être annoncé en temps opportun, mais de façon à respecter les volontés de la Commission et des conseils régionaux des partenaires du marché du travail. On va être actifs sur plusieurs fronts. Encore une fois, en amont, on aura des conseillers qui pourront intervenir en entreprise, des conseillers qui auront un mandat clair de tous les ministères qui sont impliqués dans le règlement de cette pénurie de main-d'œuvre-là. On a commencé à travailler ensemble. Simon Jolin, le ministre de l'Immigration, ministre de l'Éducation. On travaille beaucoup en équipe et non en silo et on veut avoir des résultats concrets. Question principale. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Jeudi dernier, les Madelinots ont été littéralement coupés du reste du monde pendant plusieurs heures suite à une violente tempête qui a frappé l'archipel. Nous avons frôlé la catastrophe lorsque nos 2 câbles de fibre optique sous-marins ont cessé de fonctionner. Heureusement, après environ 18 heures, on a réussi à en remettre un en fonction. Cependant, la situation demeure précaire. On l'a dit, ça ne tient qu'à un fil. L'ancien gouvernement s'était engagé à mener un projet de réfection des câbles sous-marins et on nous dit qu'on ne retrouve plus ce projet. S'il avait été réalisé, on n'en serait pas là aujourd'hui. La situation est urgente. L'hiver n'est même pas commencé. Il y aura d'autres tempêtes et les câbles sont usés. Ma question est la suivante, elle est simple. Est-ce que la ministre responsable de la région s'engage à ce que les câbles soient remplacés à très court terme sous la responsabilité du gouvernement? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie le collègue de sa question qui est très pertinente dans les circonstances et vous me permettrez d'utiliser l'occasion pour saluer le travail de tout le monde, saluer la promptitude et l'efficacité de la réponse gouvernementale à la suite de cette tempête-là et saluer aussi le travail du député des Îles-de-la-Madeleine. Je pense qu'on a tous agi ensemble dans l'intérêt des Madelinots. Saluer aussi la réponse extra-gouvernementale, notamment le concours du gouvernement fédéral que j'ai sollicité dans les heures suivant la tempête et qui est venu prêter main forte très rapidement. Donc, un grand merci à tout le monde. Le député reconnaîtra avec moi, il était avec moi aux Îles-de-la-Madeleine en fin de semaine, que tout le monde a vraiment mis à contribution l'ensemble de leurs forces, de leurs compétences pour rétablir la situation. Aucun blessé, aucun décès, bien sûr. Alors, je pense que du point de vue de la santé-sécurité, on peut s'en réjouir. Maintenant, effectivement, il demeure des enjeux. Par rapport à la solidité et à la précarité, plutôt, du système de télécommunication qui est disponible pour les Madelinots en cas de tempête. On travaille, nous, déjà là-dessus. Le collègue l'a évoqué. Il y avait une annonce qui avait été faite par le précédent gouvernement qui est demeurée sans suite. Alors, donc, nous, dans l'immédiat, le câble qui a été abîmé va être réparé dans les 20 à 30 prochains jours. Il y aura une inspection complète des 2 câbles d'ici l'été prochain et on travaille sur des scénarios solides et durables pour les télécommunications des Madelinots. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur le Président. Alors, je vous laisse simplement qu'on imagine un instant que ce qu'on a vécu aux îles se produise à Montréal. Les communications sont complètement coupées, le transport est arrêté, l'économie est paralysée car on ne peut plus faire de transactions bancaires, les hôpitaux sont débranchés. C'est la réalité qu'on a vécue jeudi dernier aux îles et ça risque de se reproduire à nouveau si le gouvernement ne prend pas des responsabilités, des actions très rapides. Je le répète, nous avons besoin de remplacer les câbles sous-marins. Quel est l'échéancier du gouvernement?
Je reconnais Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour faire un peu de pouce aussi sur ce qu'a mentionné ma collègue, c'est sûr que la situation est préoccupante. De manière temporaire, on peut la gérer. De manière permanente, Hydro-Québec travaille déjà pour une mise en service qui est prévue en 2025. C'est loin. 2025, c'est trop loin. De câbles sous-marins hydroélectriques qui pourraient combiner effectivement la fibre optique. Alors, on travaille actuellement avec Hydro-Québec pour voir est-ce qu'on est capable de raccourcir de manière notable cet échéancier-là, justement pour être en mesure de procurer une solution permanente, beaucoup plus robuste à la situation vécue cette semaine. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci. Je voudrais maintenant aborder la question du câble sectionné, Monsieur le Président, qui doit être réparé au cours des prochaines semaines. Entre-temps, on a besoin d'une police d'assurance, d'une redondance en communication, d'un troisième lien, micro-ondes. Le gouvernement aime ça, les troisièmes liens. La différence, c'est que celui-ci est absolument essentiel. Est-ce que le gouvernement s'engage à nous confirmer qu'il financera l'établissement de ce lien micro-ondes? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, comme je le disais, pour rassurer le collègue puis tous les Madelinots, il y aura ce deuxième câble qui va être réparé dans les 20 à 30 jours. Il y aura aussi une inspection complète des deux câbles d'ici l'été prochain. Et il y a une étude de scénario alternatif. Mon collègue aux ressources naturelles en a parlé. Bien sûr que l'échéance de 2025 avec Hydro-Québec pour cette solution du troisième câble est beaucoup trop loin. Donc, on essaie de voir est-ce qu'on peut raccourcir ce délai-là et de quelle façon exactement on peut trouver la solution la plus rapide, la plus efficace, la plus durable, la plus solide, la plus robuste pour les Madelinots. On est parfaitement conscient du problème. Ça fait 3 fois que ces câbles-là connaissent ce genre de rupture-là, de problème-là, ce qui plonge les Madelinots dans une rupture totale avec le continent. Alors, je rassure le collègue, je veux rassurer les Madelinots, le maire Jonathan Lapierre aussi, qu'on est à pied d'œuvre et on va trouver la meilleure solution pour tout le monde. Très bon. Question principale, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Monsieur le Président, j'ai le privilège de poser ma première question au ministre délégué aux services sociaux sur un sujet que je qualifierais de mal du siècle, celui de la maladie mentale. Le Québec a adopté un plan d'action qui se termine en 2020, un plan qui contient une multitude d'actions à poser pour prévenir et agir, particulièrement à l'égard du suicide. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Président, que plusieurs cas ont été récemment rapportés et commentés dans l'actualité, que ce soit dans le Québec du Nord, où la situation est carrément alarmante, ou ailleurs dans toutes les régions du Québec. Un constat s'impose, il faut agir plus, il faut agir mieux et il faut agir plus rapidement. Pourtant, le premier ministre n'a malheureusement pas abordé cette question lors de son discours inaugural. Que compte faire concrètement le ministre délégué pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale et surtout un accès rapide, interdisciplinaire et efficace? Monsieur le ministre, Madame la ministre de la Santé. Et merci à ma collègue députée de me poser cette première question qui me permet d'intervenir pour la première fois au niveau de la période de questions. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que je souhaite, pendant les 4 prochaines années, changer le ton au niveau de la santé et des services sociaux. Je veux certainement travailler en collaboration avec l'ensemble de mes collègues parce qu'il y a énormément de problèmes à régler au niveau de l'accès des services en santé et en services sociaux. Et je vous dirais qu'au niveau de la santé mentale aussi, Monsieur le Président, c'est un dossier extrêmement important. On a vu qu'il y a eu une situation, notamment à Québec, mais aussi dans l'ensemble du Québec. Nous devons porter une attention particulière. Et nous, comme gouvernement, nous sommes un gouvernement qui va supporter l'accès aux services de santé, aux services sociaux. Et c'est ce que nous allons faire dans le dossier de la santé mentale. Nous allons améliorer l'accès aux services de santé mentale et notamment au niveau des services dans la communauté. Madame la députée de Marguerite Bourgeois. La santé mentale est en 2018 une priorité pour tous les Québécois, dont les groupes communautaires, les associations étudiantes et les intervenants jeunesse. Plusieurs fois se lèvent pour réclamer d'agir encore plus rapidement, notamment chez les Premières Nations. Est-ce que le gouvernement accepte de mener une grande consultation nationale en vue du renouvellement du plan d'action sur la santé mentale afin de mobiliser toutes les expertises et faire preuve... Je suis un petit peu dérangée par le premier ministre, excusez-moi, et faire preuve d'audace et de détermination politique?
Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, les services de santé mentale sont extrêmement importants. On sait que lors d'une consultation, par exemple, en première ligne, 30 des problématiques sont des problématiques de santé mentale. Alors, nous sommes vraiment à pied d'œuvre actuellement pour faire vraiment un bon portrait de ce qui se passe au niveau des services de santé mentale au Québec et dans toutes les régions, parce que même dans chaque région, il y a des problèmes spécifiques. Alors, nous allons continuer de déployer des services en première ligne pour vraiment accompagner les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Nous allons renforcer la première ligne. Nous allons renforcer l'accès aux services de première ligne. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. On reste attentif, s'il vous plaît. Allons vers du concret, s'il vous plaît. Des groupes se sont mobilisés et désirent nous présenter des solutions. Par exemple, dernièrement, le Y des femmes de Montréal nous mentionnait la main tendue du milieu communautaire. Des professeurs proposaient des solutions complémentaires très pertinentes. Même l'Association des médecins psychiatres du Québec réclamait cette semaine des actions additionnelles. Je réitère donc ma demande. Est-ce que le gouvernement peut s'engager rapidement à réunir tous les intervenants par le biais d'une grande consultation? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, ça me permet effectivement de réitérer que nous allons privilégier une approche de proximité par région. Nous allons travailler avec les organismes communautaires. Nous allons travailler avec les municipalités. Nous allons travailler avec les services de première ligne, notamment les cliniques médicales, les GMF, les CLSC. Alors, vraiment, nous allons travailler avec l'ensemble des partenaires et c'est vraiment la clé du succès de travailler avec tous au niveau des services de santé mentale. Merci. Question principale, Madame la députée de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, en cette Chambre, le premier ministre nous mentionnait avec beaucoup de conviction que l'UPA était très satisfaite de la progression des discussions avec le gouvernement fédéral concernant l'entente États-Unis-Mexique-Canada. Au même moment, vendredi dernier, les producteurs de lait émettaient un communiqué qualifiant l'accord d'inacceptable et soulignant des exigences abusives et illégitimes du gouvernement américain. On est un petit peu loin de la lecture jovialiste que semble en faire le premier ministre de la situation. Aujourd'hui, Monsieur le Président, les membres de l'UPA sont en congrès tout juste de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui, ces membres sont inquiets. Ils sont inquiets parce que l'entente signée vendredi dernier fait mal au Québec. Le 1er octobre dernier, la ministre fédérale Freeland s'engageait à ce que les producteurs de lait soient complètement indemnisés. Ma question pour le ministre est donc simple. Quelle assurance a-t-il reçue de la part du gouvernement fédéral? Premièrement, que ces compensations seront octroyées et deuxièmement, qu'elles arriveront rapidement pour que nos producteurs n'aient pas à supporter le poids de cet accord. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, merci à la députée de Maurice-Richard pour sa question. Première des choses, tout à fait, l'accord qui a été convenu entre le Canada et les États-Unis va faire mal à nos gens. C'est pour ça qu'on a pris acte de la réponse du commentaire du premier ministre du Canada, M. Trudeau, et de la négociatrice, la ministre des Affaires étrangères, Mme Freeland, qu'ils allaient accorder une compensation pleine et entière à nos producteurs. Le 25 octobre, je me suis entretenu avec le ministre McCauley, mon collègue du fédéral, pour m'assurer avec lui, il était question de mettre des groupes de travail sur pied, m'assurer avec lui de la représentativité de nos gens sur ces groupes de travail-là, puis m'assurer avec lui que l'évaluation des compensations que nous allons faire allait être au cœur du travail de ce groupe-là qui vise à établir les compensations pour nos agriculteurs. Alors, en date d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nos gens sont prêts pour les débuts du travail, du groupe de travail. Le 14 décembre, à ma connaissance, ils vont commencer à travailler, sont prêts à présenter des demandes qui sont claires au niveau des compensations. Et notre rôle là-dedans, après ça, c'est de m'assurer avec eux que le travail qui va se faire avec le fédéral, avec le groupe de travail, va s'articuler autour de leurs demandes. Et les signaux qu'on va attendre, Madame la députée, c'est de voir si le fédéral va honorer son engagement. Première complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. Ce que je comprends, Monsieur le Président, c'est que malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a aucune démonstration concrète du fédéral, et on l'a vu historiquement aussi, aucune démonstration qu'il va réaliser ses promesses en matière de compensation. Du moins, ni le premier ministre, ni le ministre sont en mesure de le confirmer. Donc, ma question, elle est vraiment très simple. C'est est-ce que le ministre pourrait nous présenter non seulement un échéancier clair pour l'obtention des compensations attendues, et dans le cas où, à l'échéance, ces compensations se feraient toujours attendre, est-ce qu'il s'engage à compenser les agriculteurs du Québec? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président,
Moi, dans mon livre à moi, là, le signal clair qu'on a eu, c'est le premier ministre du Canada qui s'est engagé à la face des Canadiens à compenser de façon pleine et entière les producteurs québécois. Il a mis en place des groupes de travail. On a nos représentants du Québec qui vont être sur ce groupe de travail. Ils ont eu la responsabilité d'établir clairement leurs revendications. Ces revendications-là vont être exprimées et à la suite de ça, on va voir les réponses qu'on va avoir du gouvernement fédéral. Mais aujourd'hui, je ne présumerai pas, Madame la députée, que le gouvernement, le premier ministre lui-même, Trudeau, n'honorera pas ses engagements. Madame la députée de Maurice-Richard. Monsieur le Président, donc je comprends que le premier ministre aura l'occasion de profiter de la rencontre des premiers ministres qui a lieu ce vendredi pour réitérer de façon très ferme les représentations qui n'ont pas l'air d'avoir été faites assez fermement jusqu'à maintenant pour s'assurer que les producteurs du Québec, les agriculteurs et également les producteurs de lait du Québec soient compensés pleinement. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, écoutez, j'entends la ministre. Au moment où on se parle, là, on a le premier ministre du Canada qui s'est engagé face à nos agriculteurs. Ils ont mis en place un groupe de travail qui vise à déterminer ces compensations-là pleines et entières. Le groupe de travail va commencer à travailler, à ma connaissance, le 14 décembre. Alors, Monsieur le Président, au moment où on se parle, le travail va être fait et puis on verra les résultats que ça va donner. Puis le ministre s'est engagé avec moi. On va avoir un suivi bilatéral pour faire un suivi très serré de l'état de ces négociations-là. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.